Let me start by welcoming everybody to this. La bienvenue à tous les participants. Yeah, let me start by welcoming all the participants as well as my colleagues. Une fois de plus, je souhaite la bienvenue à tous les participants, à mes collègues, les tuteurs, à nos collègues à New York. Je vous souhaite la bienvenue à cette première interaction en direct. Peut-être que vous ne connaissez pas Diwa, qui est un participant. Vous avez pu le voir à l'écran. C'est lui qui a déployé tous ses efforts, qui a effectué cette préparation. Et nous essayons d'en tirer profit au maximum. Cette réunion sera l'occasion de nous écouter les uns les autres. Il est très important de nous écouter les uns les autres. Je ne vais pas répéter tout ce qui se trouve dans ce module ou même dans le PowerPoint, mais je voudrais que vous échangiez entre vous. Et que vous lisiez mes écrits. Nous pouvons à présent démarrer nos travaux. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, cette séance sera interactive et en direct. Et au cours de cette session, nous allons utiliser le cas du Nigeria. Ce sera une étude de cas qui se concentrera sur le Nigeria. Donc, nous allons voir comment vous pourrez utiliser ce que vous avez appris dans les différents modèles, les modules plutôt 1, 2 à 3. Et nous allons en parler grâce à cette étude de cas. Et dans quelques semaines, nous allons encore entendre parler d'une autre étude de cas qui portera cette fois-ci sur le Cap-Vert. Et le 21 mars, nous allons nous pencher sur le cas de l'Afrique du Sud. Je pense que d'ici là, la plupart d'entre vous auront déjà acquis une certaine expertise en ce qui concerne les modes d'analyse à utiliser qui pourront également être des modes de fonctionnement ou d'opération par rapport à cette approche Nexus. Cette approche a été expliquée dans tous les documents. Il s'agit des liens entre les différents piliers. Les piliers sont clairement énoncés dans le module. Il s'agit du pilier paix et sécurité, opposé au pilier relatif au développement. Nous avons le pilier relatif aux droits de l'homme, le pilier relatif aux efforts humanitaires. L'idée qui se cache derrière cette approche, c'est que lorsque nous voulons réaliser les objectifs de développement durable, nous ne voulons pas que ces piliers soient isolés. Nous voulons tout simplement voir comment est-ce que ces piliers sont interconnectés entre eux. Et pour pouvoir tirer profit de ce lien qui existe entre les différents piliers, nous voulons que nos efforts en matière de coordination, de préparation, nous soient utiles dans nos travaux. Ce qui est encore plus important, c'est ce que vous trouvez dans le module, à savoir que cela ne suffit pas. Et certains d'entre vous ont compris cela et je l'ai vu au travers des différents commentaires que j'ai reçus jusqu'à présent. Il ne suffit pas uniquement d'avoir les piliers et de dire que les piliers nécessitent une certaine volonté politique. Et j'en viens maintenant à la deuxième partie de cette évaluation, de cette approche Nexus qui porte sur les situations.
situations qui vont vous permettre de concevoir des politiques et de les mettre en œuvre. Et à cet effet, il y a 4 différents éléments à prendre en compte, à savoir la gouvernance, en particulier le manque de direction ou alors une direction adéquate et appropriée. Il ne faut pas uniquement être négatif en ce qui concerne l'expérience des uns et des autres sur le continent. Mais la réalité est qu'on a mis en exergue les dirigeants qui sont à même de réaliser les ODD malgré les efforts déployés. Outre cet aspect, la gouvernance a un statut pandémique et est entravée par la corruption qui est un fléau qui touche la plupart des pays. Je ne vais pas dire tous les pays, mais je dirais que la corruption touche tous les pays. La corruption a rendu impossible la réalisation de beaucoup de choses, notamment les ODD. Nous devons nous attaquer à ce problème. Et la corruption est également liée au problème de l'état de droit. Et il existe un lien entre l'état de droit et la corruption. Nous pouvons rapidement passer maintenant à l'autre aspect de cette situation qui sera le fondement de vos travaux. Et il s'agit des dynamiques externes. C'est le deuxième facteur. Oui, je travaille pour les Nations Unies. Je suis fonctionnaire des Nations Unies et en général, les fonctionnaires ne veulent pas vraiment parler de ce problème des dynamiques externes ou des forces externes. Nous parlons du terrorisme parfois lorsque nous évoquons cet aspect. Et en raison des intérêts conflictuels de ce que nous appelons les pays donateurs et le développement en Afrique. Je ne dis pas vraiment que les bailleurs de fonds sont responsables de la mauvaise gouvernance en Afrique, par exemple, mais c'est cette gouvernance africaine qui doit trouver les moyens pour lutter contre ce fléau, contre ces problèmes. Mais il existe ce problème de force externe, de dynamique externe. Et il y a également des pays qui pensent toujours que les anciennes colonies sont toujours leurs colonies malgré la décolonisation. Et c'est pour cela qu'on parle, on va se pencher sur la réalisation des ODD en Afrique. J'en viens maintenant aux institutions. Pas beaucoup de choses à faire, mais nous devons absolument avoir des institutions qui soient fiables, qui soient durables et qui nous appuient dans nos efforts pour mener à bien nos projets. Les institutions sont insuffisantes partout sur le continent et bien sûr, il y a également ce problème des ressources. Les ressources sont importantes, mais manquent dans plusieurs pays sur le continent. Certains pays n'ont pas de problème de ressources. Par exemple, le Nigeria. Le Nigeria regorge de ressources. Il y a également énormément de pays qui se portent bien dans le monde, qui n'ont pas les ressources qu'a le Nigeria. Donc, nous devons nous attaquer au problème de ces dynamiques externes, au problème de la corruption. Et le Nigeria, après son indépendance, a toujours couru derrière des dirigeants qui pourraient porter le pays. Et nous pourrons revenir sur ces points après. Je disais tout simplement que même au Nigeria, malgré les ressources dont regorge le pays et les dynamiques positives, il faut tenir compte de ce problème d'insuffisance des institutions. Et il s'agit là d'un problème important
et nous devons voir comment résoudre ce problème au lieu d'essayer de l'éluder. Maintenant, c'est concernant les agences d'exécution, que ce soit les agences onusiennes, elles opèrent en ne tenant pas compte de ces éléments, comme si ces éléments n'existaient pas, comme s'ils étaient des problèmes à part entière et que tout allait s'arranger comme par magie. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le cas du Nigeria pour pouvoir illustrer tous ces problèmes, tous ces éléments dont je viens de parler. I'm thinking of whether to also have the right to share, because I want to move beyond this as at now. The next Et j'essaie de voir comment je vais pouvoir effectuer le partage d'écran et pouvoir modifier moi-même les diapositives. Je vais éviter de procéder à la lecture de chaque diapositive. Je vais tout simplement vous expliquer le contenu de chaque diapositive. Ici, sur cette diapositive, on parle des multitudes de problèmes et de conflits rencontrés par le Nigeria. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de certains conflits. Par exemple, Boko Haram a rendu le pays célèbre. Il s'agit d'un groupe de terroristes qui ont une relation amicale avec l'État islamique. Il y a également d'autres groupes terroristes que nous appelons des bandits de manière informelle et qui n'ont pas de lien avec l'État islamique. Nous avons également le problème de milices ethniques qui sont prêtes à se battre et qui attaquent, par exemple, des éleveurs et des agriculteurs. Il y a eu beaucoup de décès dus à tous ces éléments dont je viens de vous parler. Ici, sur cette diapositive, vous pouvez voir qu'il y a une description de la situation dans le pays. Nous parlons de cette approche Nexus dont j'ai longuement parlé. J'ai apporté des précisions par rapport à ce terme. Qu'est-ce que c'est l'approche Nexus? Je l'ai appliqué au cas du Nigeria. Ici, je parle des efforts qui ont été déployés grâce à cette approche Nexus. Je suis sûre que vous connaissez cela. Nous allons passer à la diapositive suivante. Ici, nous parlons de diverses formes d'insécurité dans toutes les régions du pays. Et dans certaines régions du pays, certaines régions du pays demandent même la sécession. Il y a des crises de sécession dans certaines régions du pays, ce qui déstabilise le pays. Et ajouter à cela la pandémie, qui est une catastrophe nationale et naturelle. Et le pays n'a pas pu faire face à la pandémie de COVID-19. Les Nigérians sont déçus par la manière dont la pandémie a été gérée. Par exemple, Cuba a fait des efforts pour essayer de riposter à la COVID. Et il faut garder à l'esprit que Cuba a eu un embargo
a fait face à un embargo de la part des États-Unis depuis pendant plusieurs années. Je vais passer à la diapositive suivante. Ici, j'aborde la stratégie de sécurité nationale du Nigeria. Il existe un document relatif à cette stratégie. Et dans ce document, l'objectif de cette stratégie est précisé, à savoir appliquer tous les éléments de la puissance nationale pour assurer la sécurité physique et humaine, une société juste, la coexistence pacifique, l'unité nationale, la prospérité, le développement durable, tout en promouvant l'influence du Nigeria dans les affaires régionales, continentales et mondiales. Au vu de mes propos jusqu'à présent, vous pourrez vous rendre compte du fait que cette stratégie est très bonne sur le papier, mais il n'y a pas de mise en œuvre sur le terrain. L'insécurité est toujours un point à l'ordre du jour. Bien sûr, il y a des endroits où la vie s'améliore, bien sûr, mais lorsqu'on se penche sur plusieurs régions, sur certains indices, par exemple l'indice de pauvreté, je crois que, si je me souviens bien, que c'est Ban Ki-moon qui a dit que le Nigeria était la capitale de la pauvreté dans le monde. Le Nigeria n'est pas le pays le plus pauvre au monde, mais nous voyons qu'il y a de forts taux de pauvreté, qu'il y a une augmentation de la pauvreté. Nous nous éloignons de cette prospérité malgré les ODD et les OMD. Et en général, les agences onusiennes disent néanmoins que tout va bien, comme c'est en général le cas, mais ce n'est pas vraiment le cas sur le terrain. Je vais maintenant parler des moteurs de l'insécurité et des limites au progrès des piliers. Ici, nous essayons d'assurer le lien entre plusieurs éléments. Nous devons vraiment tenir compte de cette situation qui existe dans le pays. J'en ai parlé un petit peu avant. J'ai fait la liste des différents problèmes au vu du contexte dans le pays. J'ai parlé de Boko Haram, de l'État islamique, des troubles à l'est du pays, d'activités criminelles dans les États voisins. Le terrorisme appelle à une collaboration complexe avec les États voisins et nous rencontrons des défis. Par exemple, pour mettre en œuvre cela, les activités criminelles effectuées par les bandits, la pauvreté, l'illettrisme, et il y a également la pauvreté qui sévit dans la zone du nord-ouest qui ont continué d'encourager ces crimes. Aussi, il y a le problème de la criminalité organisée, et ce problème ne se limite pas au Nigeria. Le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a clairement prouvé les différents mouvements de stupéfiants illicites, d'armes légères et de petit calibre dans le Nigeria, mais aussi vers le Sénégal, sans oublier le Soudan et ensuite la mer Rouge. Mais plus important encore, il faut noter la destruction totale de la Libye et ceux qui ont détruit la Libye n'ont pas réussi à recoller les morceaux. Et
un grand nombre d'armes se sont déplacées, passant de la Libye à différentes régions de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Et un des pays déstabilisés par ce phénomène a été le Nigeria, justement. Bien évidemment, des problèmes se sont exacerbés. Mon président l'a dit d'ailleurs. Par le passé, la situation était plus simple, mais désormais, des groupes d'individus dans le pays, au lieu de porter des bâtons, tout simplement, portent des kalachnikovs et parfois même des lance-roquettes. Donc, le problème est bien plus difficile. La pauvreté et le chômage engendrent des inégalités généralisées, ce qui est une recette parfaite pour tout type de criminalité. Le Nigeria fait partie des pays qui sont le plus touchés par la pauvreté. Des indicateurs de développement clés, l'espérance de vie, l'indice de développement humain, l'indice de perception de la corruption, les taux d'ODD, l'indice de terrorisme, l'indice de fragilité, le taux de mortalité infantile. Les capacités d'entreprise prouvent bien que le Nigeria se trouve dans une situation déplorable. La corruption est sous-entendue comme endémique au Nigeria et la corruption continue de grignoter chaque fil du tissu de la société nigériane, mais l'ampleur et les conséquences de la corruption chez les dirigeants politiques ont des répercussions sur bien d'autres individus. La corruption empêche les gens de vivre bien, d'être exempts de souffrance, et ils n'ont pas de possibilité qui les mènerait vers une véritable liberté. Et ce concept de liberté ultime est une idée qui, selon moi, devrait être d'aller au-delà de la liberté élargie de Kofi Annan. Il faut parler de la liberté ultime. Bien sûr, c'est un idéal, mais si on peut parvenir à toutes les libertés qui sont attendues après la mise en œuvre des ODD, et si on essaie de parvenir aux ODD à 100%, alors on arrivera à la voie qui nous mène au paradis, et ça peut être très différent de ce qu'on nous dit en général. On nous dit souvent, « Oh, vous devez attendre avant de parvenir au paradis. » et vous. Mais en tout cas, des dirigeants religieux soutiennent les dirigeants pour que la paix soit enfin possible. En tout cas, il est possible de faire un effort pour parvenir à ce paradis directement en nous acquittant au moins de tous les ODD. Bien évidemment, si d'autres phénomènes se présentent, parce que je ne dis pas que le changement n'a pas lieu, mais avant, il y avait les objectifs du millénaire pour le développement, et ensuite, on s'est dit que les objectifs du millénaire pouvaient être renforcés par les ODD. En 2015, lorsque nous avons adopté les ODD en visant 2030, nous nous sommes rendus compte qu'il était possible d'utiliser les ODD en tant qu'unité pour mesurer les possibilités de créer un paradis sur Terre. Bien évidemment, on partait loin, parce qu'il faut aussi prendre en considération les dynamiques extérieures qui touchent les pays africains, les guerres, notamment la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui va avoir en fin de compte des conséquences sur chacun d'entre nous, notamment sur des pays qui sont pourtant très éloignés des combats à cause de l'inflation galopante qui va s'en suivre.
tout cas, il faut prendre en considération ces facteurs. Transparent suivant. Les dynamiques extérieures concernant le Nigeria. Je suis ravi qu'on ait dit aux Africains qu'ils devaient arrêter de parler du colonialisme. C'était il y a 60 ans. Je suis ravi qu'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, ait décidé de reparler de la question toutefois. Nous ne pouvons pas oublier cette histoire et nous ne pouvons pas oublier les répercussions que l'histoire a toujours aujourd'hui sur nos concitoyens, qu'on le veuille ou non. Et des scientifiques occidentaux, orientaux, africains ont dit que, certes, il n'est plus question de colonialisme, mais il existe de nouvelles formes de colonialisme. Ce sont des questions qui méritent un examen approfondi. Et selon moi, les institutions de Bretton Woods ont été établies pour l'amélioration de la situation aux États-Unis et dans certains pays occidentaux, non pas pour d'autres. Malgré toutes ces palabres sur un monde globalisé, il faut réfléchir à cette question et nous rappeler en permanence de quoi on peut parler sur la base du dialogue pour parvenir à des changements pour que tout le monde s'en sorte mieux. Toutefois, les dirigeants en Afrique n'en parlent pas parce qu'ils se demandent encore ce qu'il pourrait se passer si ils s'expriment sur la question. Que peut-on faire pour que les Africains parviennent aux objectifs des ODD? Mais le terrorisme fait partie aussi des dynamiques extérieures, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas m'étendre sur l'émergence de ces groupes terroristes, qui les a financés, je ne vais pas en parler non plus. Mais il y a un autre phénomène, par contre, dont j'aimerais parler, les flux financiers illicites, aidés par la corruption. Une étude des Nations Unies de Thabo Mbeki par mon président a parlé des flux financiers illicites. Les pays bénéficiaires ne parlent que de la corruption en Afrique, corruption en Afrique, corruption en Afrique. Mais ils profitent des revenus de la corruption et gardent ces bénéfices jalousement. Ensuite, transparent suivant. Ici, j'essaie de présenter quelques chiffres, plusieurs indices utiles. J'ai isolé les 3 pays qui nous intéressent. On pourra en reparler lors des prochains débats. Où se trouvent ces pays dans les divers classements? L'Afrique du Sud a des résultats bien meilleurs que le Cabo-Verde et le Nigeria. Dans ces catégories, mais quoi qu'il en soit, l'Afrique en général obtient des résultats relativement modestes, très modestes. D'autres chiffres, ici, l'indice de développement humain notamment, l'espérance de vie pour les pays qui nous intéressent. Ensuite, transparent suivant. Je ne vois pas le haut de l'image, mais ici on voit les scores qu'obtiennent les pays et leur classement
principle, Cape Verde is I'm unable to control to push up and down. But okay, fine. Je n'arrive pas à voir le haut et le bas de l'image, mais très bien, on va passer à l'image suivante. We could be looking at the effects of the failure on the pillars. Quels sont les effets d'un échec sur un pilier? Il existe des piliers et le Nigeria a un groupe de travail sur les piliers, mais pour l'instant, les résultats se font attendre. Même au sein du groupe de travail qui était censé examiner la question de la corruption et de la conformité avec les accords des Nations Unies qui ont été signés. Mais les résultats, encore une fois, se font attendre. Le revenu brut par habitant n'est pas forcément remarquable. Et si on réfléchit au problème d'inégalité, on se rend compte que certains Nigériens vivent dans la misère et d'autres ont 1, 2 ou 3 jets privés. Ils profitent de la vie. Et lorsque l'on prend en compte tout cela dans l'équation, on se rend compte que les piliers existent, on parle des piliers, des politiques sont annoncées. Malheureusement, les politiques ne sont pas mises en œuvre. Bien évidemment, les conflits ne rendent pas les choses plus faciles en termes de développement, en termes d'investissement financier extérieur direct. Et bien évidemment, les déplacements intérieurs du pays liés à tous ces facteurs, près de 3 millions de personnes sont déplacées dans leur propre pays, au Nigeria, dans tout le pays. Et ensuite, il ne faut pas non plus oublier les formes multiples de crise auxquelles le pays se heurte. Le Nigeria pourrait bénéficier de l'approche du quadruple nexus, car si on parvient au double quadruple, une terminologie que j'ai moi-même inventée, un quadruple nexus situationnel qui est en fin de compte un élargissement de la relation entre la Commission économique africaine et l'OSAA, plutôt, car en fin de compte, il ne faut pas oublier que les piliers ne vont pas se mettre en œuvre tout seuls, donc il faut réfléchir aux bases, il faut réfléchir à l'environnement, aux questions générales sur lesquelles se fonde le quadruple nexus. Il faut réfléchir aux défis auxquels nous nous heurtons. Et comme je l'ai dit, certains problèmes ne peuvent pas être réglés immédiatement. Pour que le leadership règle ces problèmes, pour régler le déficit de leadership, il faut agir. Toutefois, il faut aussi reconnaître que le problème existe et il faut commencer à prendre en compte et en prendre en considération à bras-le-corps ces problèmes, ce qui est absolument crucial, c'est important. Et il en va de même pour les dynamiques extérieures. Il y a très peu de choses qui peuvent être faites au Nigeria en ce qui concerne les facteurs extérieurs, même si, en termes de population et d'économie, le Nigeria est un des pays les plus importants d'Afrique. Mais malgré cela, le Nigeria
se trouvent bien désarmés face aux dictats des phénomènes extérieurs. Bien sûr, les questions de souveraineté, de protection de la souveraineté en tant que dirigeant africain peut être important. Les dirigeants africains, d'ailleurs, affirment le faire, protéger la souveraineté. En même temps, les populations ont faim. Qu'est-ce que la souveraineté si elle ne se résume qu'à des villages Potemkin? Il faut nourrir ces peuples avant toute chose. Il faut que les Nigérians n'aient plus peur. C'est absolument nécessaire si on veut que la paix et le développement soient possibles. Donc, il faut de la sécurité économique, de la sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, une sécurité politique, la sécurité humaine. La sécurité humaine devrait être un point, un axe central. Et nous le savons bien, la sécurité nationale est un élément crucial à la paix. Mais il ne faut pas oublier que les cimetières sont en paix aussi. Les reggae singers l'ont dit il y a bien longtemps. Ensuite, il faut renforcer les cadres institutionnels pour des signaux précoces, pour des ripostes et une capacité de préparation. Parmi les besoins, il faut aussi renforcer la société civile, les organisations non gouvernementales pour répondre aux préoccupations et pour éviter de se comporter comme les Occidentaux à Mobutu Sese Seko qui ont dit qu'il n'y aurait pas d'aide s'il n'y avait pas de parti politique. L'Occident disait qu'un parti politique, ce n'était pas acceptable et Mobutu a dit très bien, je ferai de mon mieux. Lorsque vous reviendrez, nous aurons des partis. Et donc, il a appelé son beau-fils, il a appelé son neveu, il a appelé plusieurs personnes et il leur a indiqué de créer des partis. Et lorsque les Occidentaux sont revenus, il y avait 7 partis en disant tous, nous sommes tous des partis politiques. Oui, très bien. Mais il faut aller au-delà d'une image de société civile, d'une surface de société civile. Il faut que dans les faits, ces organisations de société civile existent, agissent et se battent pour les droits fondamentaux des individus. L'Occident dit toujours qu'il faut insister sur les termes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et qu'il faut insister sur les droits politiques et civils. Mais on ne peut pas se présenter devant les tribunaux si on n'a pas d'emploi. On ne peut pas remettre en question les décisions du gouvernement s'il n'y a pas de nourriture. Bien évidemment, on peut continuer à insister sur le droit de vote. Et une fois que vous pourrez voter, alors vous pourrez rentrer chez vous, avoir faim et essayer de vous endormir. Il faut des entités de société civile. Il y a des entités au Nigeria qui luttent contre le gouvernement et qui saisissent les tribunaux pour des cas de corruption et qui rendent la vie plus difficile pour le gouvernement. Alors que dans certains pays africains, on n'ose même pas parler de la situation. Mais au Nigeria, par contre, la situation est différente. Toutefois, ces organisations ne sont pas en mesure de percer une brèche et n'arrivent pas à régler le problème de déficit de leadership et des problèmes de corruption. Si vous vous rendez compte des milliards qui sont détournés, et si d'ailleurs on en a vu dans des reportages de certains journalistes dans certains pays, et dans certains pays, des premiers ministres ont été forcés de remettre leur démission. Mais dans mon pays, personne n'est allé en prison, que ce soit après les Panama Papers ou les Paradise Papers. Non, la situation continue comme d'habitude. Si nous ne répondons pas à toutes ces problématiques,
On peut peut-être déclarer quelqu'un comme étant persona non grata. Si ne nous attaquons pas plutôt à ces problèmes, nous allons décevoir les personnes que nous servons ou que nous sommes censés plutôt servir. Alors, je ne sais pas quelle heure il est. Je n'ai pas vraiment surveillé l'heure, puisque notre séance va durer 1h30 et nous devons avoir une séance discussion. Cette discussion a pour objectif de recueillir les commentaires des uns et des autres en ce qui concerne les politiques, dont l'objectif est de mettre en œuvre cette approche Nexus, soit le triple Nexus ou le quadruple Nexus. Il s'agit d'un Nexus qui doit être mis en place par le Bureau de la conseillère spéciale et la Commission économique pour l'Afrique. Le triple Nexus existe depuis quelques années lorsque nous avons commencé à parler des nouveaux modes de travail. Donc, nous essayons vraiment de tenir compte de ces différentes approches pour pouvoir nous attaquer aux problèmes de gouvernance et de direction dans nos pays, de ces dynamiques externes également qui posent problème. Dr Arikana a consacré énormément de son temps aux problèmes. Elle a parlé de ce problème en tenant compte de plusieurs pays africains, mais elle travaillait pour l'Union africaine, mais je pense qu'elle a oublié et elle a donc été licenciée. On ne peut pas continuer à faire comme si tout va bien et que nous allons réaliser les ODD comme cela sans tenir compte des problèmes qui existent. Je vais m'interrompre ici et je vous remercie de votre attention. Donc, je vais prendre des commentaires de la part des participants. Vous êtes tous invités à participer. Vous pouvez me dire si vous avez appris des choses de ce module. Et si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Yes. Thank you very much, Prof, for this presentation on Nigeria as a case study. So, Je vous remercie, Prof, pour cet exposé. Vous avez parlé du Nigeria comme étude de cas. Il est temps de recueillir des questions maintenant. Pas uniquement des questions, mais vous pouvez également partager avec nous vos expériences. Nous avons des participants qui viennent de différentes institutions, du secteur privé, du secteur public. Et les commentaires des uns et des autres seront utiles à tous. Je vois qu'il y a une main levée. Soso Gados, je ne vois pas le nom de la personne, je vois plutôt son adresse Gmail. Oui. Je vais donner la parole à Soso Gados. Oui, monsieur le professeur. C'est Soso Gados. Attendez une seconde avant de prendre la parole. Veuillez vous présenter et parler, faites part de votre commentaire. Yes, please go ahead. Introduce yourself.
Oui, allez-y, présentez-vous. Hello, you have been recognized. Oui, vous pouvez maintenant activer votre micro et intervenir. And then Commencez d'abord par vous présenter et ensuite vous pourrez intervenir. you can speak Vous n'êtes pas obligé plutôt de parler en anglais. with French. Vous pouvez parler dans la langue que vous maîtrisez, soit le français ou le portugais. Translation. Nous avons avec nous les services d'interprétation We have interpretation on. Just indicate qui fonctionnent. language you want to Il faut tout simplement nous dire dans quelle langue vous souhaitez intervenir. S'il vous plaît, je pense que la parole m'a été donnée. Bon, je suis Dossé Sosuga, directeur exécutif de l'ONG ADET au Togo. Et d'abord, je remercie vraiment le professeur pour son intervention, surtout les effets extérieurs qui agissent sur la paix à l'intérieur de nos pays. Ça, c'est vrai. Ce qui est sûr, c'est que quand il n'y a pas la paix, on ne peut jamais parler de développement. Mais voilà. Bon, maintenant, au niveau de la paix, même au niveau de nos pays, comment nous allons faire? Bien sûr, il y a la responsabilité des nations qui est de protéger toute la nation, c'est tout à fait normal. Mais au niveau des familles, on doit instaurer aussi l'éducation des enfants sur la notion de la paix. Et par là, l'éducation a une valeur importante. La culture de la paix est très importante parce que sans cette paix, il n'y a pas de développement. Alors, donc, moi, j'ai proposé que selon la structuration même de l'Afrique, depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, la structuration là, il y a des fissures qui permettent à l'ennemi de rentrer et de profiter pour essayer de créer le désordre et la paix, l'insécurité plutôt, pour ne pas avoir la paix pour le développement. Donc maintenant, il faut des réformes. Il faut des réformes institutionnelles et maintenant, au niveau de chaque institution réformée, au niveau de chaque nation, il faut des cellules, des unités de promotion de la paix. Et à partir de là, tout le monde, toute la société sera imprégnée de la notion de la paix, de l'importance de la paix pour le développement. Et en l'appliquant, je pense que les ODD seront au moins appréhendés au niveau national avant de penser alors maintenant à l'ingérence ou bien à l'ingérence des flux extérieurs. Bon, donc pour créer cette paix, on dit souvent que le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, le critère ou bien le critère pauvreté est un indicateur sur lequel on doit lutter pour que vraiment tout le monde soit rassasié. Et ceci étant, je propose que la digitalisation de l'Afrique maintenant doit être un moteur pour lutter contre la corruption. Ça, c'est tout à fait normal, lutter contre la corruption. Et là, quand tout le monde aura confiance que personne ne détourne l'argent en sa faveur, je pense que tout le monde va se mettre alors dans cette confiance. Et là, la solidarité africaine qui existait avant l'indépendance, cette solidarité-là va nous permettre d'émerger. Merci beaucoup. Thank you very much. Liwa, can we take the next comment? And you are free to react to whatever you have learned over time, or to what I said, or to what one of you, Dose Susuga, has just said, or anything else that you want to bring up that is relevant. Thank you very much. Eviano
Silva. Yes. Yes. Thank you, Professor. I don't know if you can hear me well. I can hear you very well. Okay. Thank you. Thank you. I'm very glad to finally be part of this. Thank you for the presentation. I have a few comments. Well, in terms, I was planning to pose the question, but then because I entered a bit late for the session. But my kind of comment and question is more or less in what we are. This is something new for me, but I'm finding it very interesting and very, 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 how can I say, I am, first of all, my name, as you said, Eviano Silva. I'm currently working for the UN, UNDP office in Bissau. Mostly in the environmental support for the communities, project that need to face this climate change issues. So, my previous work was with UNHCR in the humanitarian area, also for the support of the refugees we have in the country. Frankly speaking, till now, so what I understand of this course, and I tend to give more, how do you say it, more responsibility for the public servant, or let's say you can name it institution, government, or the state, because I believe they have more powers to catalyze the changes that we need. You see, as the civil society organization, NGOs, or even UN agencies, somehow wanting to make the change still depends on the government side and collaboration to perform all these pillars of the nexus that we are talking about. Even if we are talking about peace or humanitarian actions, so on, all these. So my point is, my personal experience doesn't allow me to say I am doing enough. So to support or to help people, I mean the population itself, because you know the characteristic of our countries, talking about Guinea-Bissau, you see a lot of differences between the capital and the rest of the country, where the poverty resides itself. You see, so it's very difficult to reach to those areas, population, and support the what is needed in terms of the development and so on. So it's a tricky situation, but I don't find ourselves. I don't think UN for more than 3 decades, 4 decades in the country have managed to. Une trentaine d'années que les agences onusiennes sont dans le pays, elles n'ont pas vraiment vu ces changements. Je ne sais pas vraiment donc comment nous pourrons améliorer la situation. Il faut également tenir compte de l'instabilité des élections également. Donc, parfois, nous voyons que lorsque le mandat expire, la personne qui était au pouvoir ne part pas, mais ne fait que prolonger le mandat. Donc, nous avons besoin de cette bonne gouvernance pour pouvoir faire bouger les choses pour améliorer. Donc, je pense qu'il faut mettre en place un système
que les personnes soient déployées au bon endroit, que les gouvernements jouent leur rôle pour pouvoir réaliser les ODD dans le cadre du programme 2030 ou d'autres programmes comme l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le professeur a également parlé de la corruption qui vient saper tous ces efforts. Je ne sais pas vraiment ce qu'on peut faire pour lutter contre cette corruption. Monsieur le professeur, qu'est-ce qui peut être fait alors que nous essayons de repenser nos idées, de repenser nos modes de vie, nos modes d'action? Qu'est-ce qui peut être fait pour pouvoir réaliser le programme 2030 ou nos différents programmes? Maintenant, s'agissant des facteurs externes, quand vous parliez, j'ai pensé aux pays de l'Afrique de l'Ouest qui utilisent le franc CFA. Il s'agit de la monnaie utilisée dans ces pays. Il y a à peu près 2 ans, nous avons entendu des rumeurs qui portaient sur le changement de cette devise en raison de problèmes que je ne souhaite pas mentionner. Donc, on voulait passer du franc CFA à l'ECO, qui allait être la nouvelle monnaie utilisée dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait pour effectuer ce changement. Je pense que ceci est dû aux facteurs externes et c'est ce qui empêche cette progression, la réalisation de ce projet. Les dirigeants africains, nos dirigeants, ne font pas assez pour pouvoir avancer. Et pour terminer, un dernier point. Lors des 10 premières années de cet agenda 2063 de l'UA, nous avons parlé de ce qui doit être fait pour mettre en œuvre les différents programmes. Je crois qu'il y avait un programme qui allait de 2013 à 2023. Donc, par exemple, la Guinée-Bissau, que je connais très bien, est vraiment à la traîne par rapport à la réalisation de ses objectifs. Par exemple, le Nigeria a déjà bien avancé par rapport à ces programmes. Donc, qu'est-ce qui peut être partagé? Est-ce qu'on peut s'inspirer, par exemple, des actions des pays qui sont avancés pour pouvoir aider les pays qui sont à la traîne? Le professeur peut nous donner quelques conseils, on pourra prendre note. Merci. Prochain, soyez concis, s'il vous plaît. Nous voulons donner la parole à tout le monde. Je vous prie de faire preuve de concision dans vos questions et observations. Professeur, souhaitez-vous réagir aux questions posées avant de continuer? Je pense qu'on peut continuer. Je vais attendre toutes les questions parce que j'espère que même parmi les participants, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, j'espère que tout le monde devrait examiner ces grandes questions qui ont été posées. J'ai passé presque 5 ans en Guinée-Bissau. Et en travaillant pour l'UNOBIS, donc je connais bien les questions qui ont été posées, surtout pour ces questions des intérêts spécifiques. En Guinée-Bissau, par exemple, je me suis rendu dans plusieurs pays. Parfois, dans certains pays, les modes de transport sont différents. Je peux m'exprimer à la fin, par exemple, et
j'encourage tout un chacun à dialoguer ensemble, essayer de trouver des suggestions pour arriver à trouver des solutions pour aller de l'avant et pour parvenir aux ODD. Parce que si on n'atteint pas les ODD à 100%, si on atteint les ODD à 100%, on arrivera à la liberté ultime, au paradis sur Terre. Mais je sais que ce n'est pas réaliste, je sais qu'il y a certains problèmes qu'il faudrait essayer de régler malgré les limites qui s'imposent à nous. Très bien. Une question? Oui. Je vais donner la parole à Mulukere. Ensuite, Merci bien, professeur, Morera, pour, Bruno Kéré. oui, merci bien pour la parole. Je remercie le professeur pour les explications qui ont été données tout à l'heure. J'ai juste 3 petites questions que je souhaiterais en tout cas lui adresser, mais éventuellement tous les autres participants pourraient essayer de donner aussi leur avis par rapport à cette question. Première question, dans le cours qu'il nous a envoyé, j'ai noté qu'on est passé du triple nexus au quadruple nexus. Je voudrais savoir si c'est possible de revenir un peu pour me clarifier à quel moment on est passé exactement du triple nexus au quadruple nexus. Je n'ai pas très bien cerné le passage du triple nexus au quadruple nexus. Deuxième question, je voudrais savoir, est-ce qu'il est possible d'appliquer effectivement de manière efficace le quadruple nexus sans se heurter aux principes humanitaires, notamment les principes de neutralité, principes d'impartialité. Évidemment, quand vous prenez des piliers comme paix et sécurité, humanitaire et droits humains, on se rend compte qu'on ne peut pas mettre en œuvre des actions en lien avec paix et sécurité sans se heurter aux principes de neutralité et d'impartialité qui sont en vigueur en matière de droit international humanitaire. Donc, ma question est de savoir comment est-ce qu'on peut arriver à déployer de manière efficace le quadruple nexus sans se heurter à ces principes du droit international humanitaire. Troisième question, en ce qui concerne les facteurs d'influence extérieure. Alors, le professeur a évoqué l'histoire coloniale des différents pays africains pour justifier un peu l'échec de la mise en œuvre du Nexus. Je voudrais son avis. Qu'est-ce qu'il propose exactement face justement à ce poids colonial? Est-ce de manière implicite à dire qu'il faut qu'on arrive à se défaire justement de ce poids colonial pour pouvoir réaliser les conditions de mise en œuvre efficace du Nexus? Donc, voici les questions que j'avais à poser. Et peut-être une dernière question. Je crois que le Nigeria avait engagé à un moment donné des initiatives visant le recouvrement d'avoirs concernant Sani Abacha. À l'étape actuelle, je voudrais savoir quel est l'état d'avancement de cette initiative, qu'est-ce qui a pu être effectivement recouvré et comment a été géré tout ce qui a pu être recouvré justement en ce qui concerne les avoirs de Sani Abacha. Merci. Okay, thank you very much. So the floor is given now to Mr. Ismaël. Ismaël Munyamo, vous avez la parole. Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur l'animateur. Je saisis cette possibilité pour remercier toutes les personnes présentes. Je crois que je fais partie des seules personnes venant d'Afrique orientale. Malheureusement, la qualité du son ne permet pas une interprétation de qualité. L'interprétation doit s'interrompre momentanément.
external dynamics and the institutions. But then my suggestion goes not only to Professor, but all of us on the call. Where do we see the participation of the young people in all this? Because if you look at all the four situation of foundational factors, these are mostly being driven by people who you can't put in the age bracket of young people. And it has been a status quo from way times of independence up to the current times. You know, why can't we really benchmark on the numbers of the young people? Right now, we are counting over 65% of the African population being, below 25 years of age. Why can't we give it a try? Let's say in governance, I would try to build the capacity of these young people and trust them with leadership, because they really gain a lot of, I don't want to call it respect, but they have a lot of cooperation within themselves as young people. So why can't we leverage on that? Because it will at least boost the institutions as well. And then I think they would as well have a lot of vigor in trying to influence the external dynamics. So thank you so much. I think that was my submission. So thank you very much. Merci beaucoup de votre intervention. Prof, would you like to Professeur, souhaitez-vous réagir à certaines des questions qui ont été soulevées? Souhaitez-vous répondre à certaines questions avant de continuer le débat? Il faudra aussi répondre à des questions sur la boîte de conversation et ensuite, je vois qu'une autre personne souhaite prendre la parole pour la prochaine salve de questions. Très bien. Des questions très intéressantes, vraiment. Régler les questions de base, ce n'est pas facile, je l'ai déjà dit. Et on ne peut pas y arriver en un claquement de doigts. Viano a parlé de ce problème. Il m'a demandé mes lumières, m'a demandé ce qu'on pourrait peut-être faire, comment parvenir à un changement, notamment en CFA. Je pense que provoquer des réactions très fortes dans ces pays quant à ces problèmes est nécessaire. Et tout d'abord, il faut une analyse. Il faut comprendre la nature du problème dans un pays. Et lorsque l'on comprend le problème, on peut commencer à réfléchir aux mesures à prendre. Je sais très bien que en Afrique de l'Ouest, beaucoup de dirigeants ont essayé de réaffirmer qu'il fallait se débarrasser du CFA et que Sinvalo Olympio du Togo, parmi d'autres, d'ailleurs, ça lui a coûté la vie. Sékou Touré s'en est sorti, mais même lui a été complètement bloqué. La situation était dans l'impasse. J'ai écrit deux choses sur le CFA à l'époque, lorsque c'était censé être une solution miracle. Vous pouvez le trouver sur mon site internet. En tout cas, je serais ravi de publier ce document sur la plateforme WhatsApp. Ensuite, la question des intérêts spécifiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les situations géographiques, notamment. À un moment donné, on s'est dit que certains dirigeants se demandaient où ils allaient pouvoir trouver des votes, un soutien.
il se disait que si les votes émanaient des villes, alors les zones rurales n'allaient pas être représentées. Bon, c'est sans doute une partie du problème uniquement parce que les personnes qui sont au pouvoir dans certains pays considèrent que leurs intérêts sont primordiaux et ensuite ils réfléchissent à l'intérêt général. Pour des pays comme la Guinée-Bissau, un petit retard a été accumulé. Le peuple de Guinée-Bissau est formidable, mais depuis l'indépendance, les dirigeants n'ont jamais réussi à s'en sortir et il faut y réfléchir. Il faut réfléchir à cette question pour parler du système international de façon plus générale. Bruno a posé la question du triple nexus et du quadruple nexus et de la transition entre les deux. Ça a été abordé dans le module. Et en fait, la dimension humanitaire faisait partie du nexus triple originel du humanitaire, développement et paix, HDP. Dès la fin du sommet mondial de Tokyo. Donc, on se rend compte qu'il est possible de mettre en œuvre ces mesures. Donc, parce qu'après tout, lorsqu'il est question de la question humanitaire, souvent on se limite au personnel qui fournit une assistance à la fin d'une crise, une crise nationale ou une crise naturelle ou une crise anthropique. Mais dans la dimension humanitaire, il faut aussi réfléchir au renforcement de la résilience des individus. Il faut préparer les individus afin qu'ils puissent répondre à toute éventualité. Il faut des capacités de gestion et un état de préparation. Tout cela fait partie de la dimension humanitaire. Il faut donc attirer l'attention tout un chacun sur le sujet. Et comme cela a été dit dans le module, un grand nombre de personnes parlent du nexus triple. Dans certaines situations, par exemple, on voit droits fondamentaux, paix, développement, sans forcément parler de situation humanitaire. La paix et le développement sont des facteurs permanents et ensuite, il y a parfois une dimension humanitaire. Mais avoir ces 4 dimensions ensemble et se dire qu'il faut être conscient, qu'il faut protéger les droits et les principes énoncés. D'ailleurs, quand moi-même je me suis penché sur le quadruple nexus, malheureusement le son s'interrompt. Le son reprend. Je ne me suis pas dit que la dimension humanitaire était particulièrement prégnante. Par contre, il y a des restrictions qui sont imposées aux principes, notamment dans le cadre du triple nexus. Pour ce qui est de la question du colonialisme, la question est complexe. Des débats nombreux ont lieu à ce sujet par le passé. Certaines appellent à des réparations pour les nombreux torts imposés à l'Afrique lors de la construction de l'Europe et des États-Unis. Certains pensent qu'il faut des réparations pour la colonisation, pour l'esclavage. Mais, en fin de compte, moi, je pense que même si on investit tout cet argent de réparation en Afrique aujourd'hui, on se rendra compte que, en fin de compte, cet argent sera renvoyé en Europe et aux États-Unis en tant qu'investissement et le problème restera le même. En toute franchise, le gouvernement nigérian
collecte énormément d'argent, mais le président actuel nous dit qu'il n'y a pas de vol. Certains disaient qu'il faisait partie du Bashar Scheme dans le fonds pétrolier dont il était à la tête à l'époque, et il en a déjà beaucoup parlé. Mais en tout cas, il dit que de l'argent a été renvoyé depuis l'Europe après que ces voleurs aient perdu la vie, et cet argent n'est pas forcément pris en compte aujourd'hui. Donc, certains pays européens, certaines NGO vont analyser la façon dont ces financements sont dépensés. En tout cas, il est important de noter que oui, bien évidemment, des comités sont établis, des questions sont mises sur la table, et le gouvernement actuel est arrivé au pouvoir en sachant que les Nigérians pensent que ce gouvernement va lutter contre la corruption. Il a affirmé qu'il fallait changer la situation. Il a dit que si le Nigeria ne tuait pas la corruption tuerait le Nigeria. Mais depuis lors, des personnes ont été enregistrées et confirmées comme détournant des fonds. Donc la situation reste importante. Je ne dois pas l'oublier. Je suis consultant auprès des Nations Unies, Madame Price, une fois, a un jour dit à Akashi, lors des combats dans les Balkans, que les fonctionnaires internationaux doivent toujours se rappeler de qui paye leur salaire. Et mon pays est aussi un pays qui contribue aux Nations Unies. Donc, je crois que je peux répondre à quelques questions supplémentaires. Ismaël Mouyamou, pardon, a dit qu'il fallait aussi faire participer la jeunesse. Oui. Bon, en réalité, l'Afrique est une des populations les plus jeunes. Quoi qu'il en soit, je dois vous dire que personne n'abandonne le pouvoir. Il faut conquérir le pouvoir. Des femmes se sont battues en Afrique pour faire partie de l'équation, partout dans le monde aussi. Et la jeunesse africaine, donc, elle aussi, doit investir de l'énergie pour se dire qu'elle peut y arriver, qu'elle peut conquérir le pouvoir. C'était le cas dans d'autres pays. Obama est venu de nulle part, il a réussi à devenir président. Et il est arrivé non pas en restant les bras ballants, en s'attendant à ce que une personne plus âgée que lui donnerait le pouvoir. Non. Ce n'a pas été le cas. Il s'est battu, il s'est organisé et il a fait de son mieux pour faire advenir le changement. Et c'est le message que j'ai pour les jeunes. C'est de cette façon-là que les jeunes pourront conquérir le pouvoir. Mais sur base de l'expérience accumulée dans mon pays, les jeunes ont d'autres problèmes. Il y a des personnes jeunes qui siègent, qui sont gouverneurs dans certains gouvernements locaux, mais on ne peut pas dire que, ah oui, une personne jeune est à la tête d'un État, donc tout va bien. Non. On peut se dire que peut-être on voit des jeunes un peu partout, donc on se dit que le problème est réglé, mais ce n'est pas le cas. Le problème est plus profond. C'est comme la question des femmes. On se dit que quand on voit une femme, le problème est réglé. Non, ce n'est pas du tout le cas. Bien évidemment, pendant la pandémie, les femmes s'en sont mieux sorties. Ça a été documenté. En Nouvelle-Zélande, on ne vous entend pas, monsieur le professeur. D'accord, je disais donc bien que... Oui, professeur, nous vous entendons. Je pense que notre collègue de la Tanzanie rencontre des problèmes, mais nous avons bien entendu le professeur. Je vous remercie. Il nous reste 10 minutes.
Je vais donc prendre une autre série de questions, regarder les questions qui ont été mises par écrit sur le chat. Nous avons des questions sur le chat. Je pense que nous avons déjà répondu à certaines questions. Une pose sur la manière dont nous pouvons appliquer le quadruple nexus dans le contexte des pays fragiles tout en tenant compte du vainqueur des élections. Par exemple, si une personne remporte les élections, cette personne va appliquer des sanctions aux perdants. Une autre question porte également sur la manière dont nous pouvons mettre en œuvre l'état de droit ou mettre en œuvre plutôt les législations qui existent pour lutter contre la corruption. Je vais donc donner la parole à Monsieur Félix. Je pense qu'il a demandé à intervenir. J'ai vu sa main levée. Et après lui, je vais donner la parole à Oliver et ensuite à notre ami Joseph de la Tanzanie. Merci. Soyez très brefs dans vos réponses aux questions. Il nous reste quelques minutes. Merci. Bom dia. Bom dia ou boa tarde a todos e a todas. Eu queria, antes de mais, agradecer ao professor Bafemi Bonjour, bonsoir tout le monde. pela sua brilhante apresentação e pela oportunidade também que nos dá de Je remercie le estar aqui, professeur aprender tanto este assunto de extrema importância para, Babafemi sobretudo para o nosso pour continente. sa présentation. Je le remercie également de m'avoir invité à cette réunion où j'apprends énormément de choses importantes, surtout en ce qui concerne mon pays et les autres pays. Exato. O professor fez referência à importância das organizações da sociedade civil no processo de fiscalização das ações Le do professeur a Estado, parlé do de governo, l'importance des organisations de la société civile et des actions du gouvernement na implementação do nexo e, consequentemente, no cumprimento dos dans la mise objetivos en de œuvre desenvolvimento de cette sustentável. approche Nexus et par conséquent dans la réalisation des objectifs de développement durable. Nós sabemos que dos grandes desafios das organizações de sociedade civil africana tem que ver com a sua liberdade, a sua efetiva liberdade. Nous savons que un des problèmes majeurs rencontrés par la société civile africaine est la liberté. Muitas vezes há países em que as associações dificilmente se pode falar da criação, da constituição da sociedade, das organizações de sociedade civil. Très souvent, les pays ne peuvent même pas parler de la création d'organisations de la société civile. E mesmo quando existem as organizações de sociedade civil, tem muitas dificuldades em fazer o acompanhamento das ações do Estado, nomeadamente no que diz respeito Et ne peuvent pas à également elaboração parler dos relatórios. du suivi des actions gouvernementales, surtout lorsque nous parlons de l'élaboration de rapports. Portanto, não tendo considerando essa situação, essa realidade que nós temos a nível do nosso continente, o que é que o professor recomenda em termos Compte tenu de notre situation sur le continent, que recommandez-vous? Obrigado. Merci. Merci, Oliver. Vous avez la parole. Oui, bonjour. La parole est bien à moi.
On me reçoit. Je voudrais me rassurer que c'est bien moi. Puisque moi, j'ai écrit Olivier. La parole m'est bien adressée, c'est ça? Oui. Bon, si la parole est à moi, je suis Olivier du Tchad. Et mes préoccupations lorsque je suis le cours, lorsque je lis aussi les enseignements qui ont été envoyés, les réactions, je me rends compte que la mise en œuvre, la mise en pratique du triple Nexus ou du quadruple Nexus serait en effet à long terme une bonne solution pour aller véritablement vers le développement. Mais la difficulté réside au niveau de, comme tout le monde l'a souligné, au niveau du pouvoir de la gouvernance, en effet. Parce que comment on pourrait alors être en mesure de mettre en œuvre le quadruple Nexus si au niveau de la gouvernance, les conditions ne sont pas réunies et si, d'une part aussi, les gouvernants n'ont pas conscience du bien fondé du quadruple Nexus. Donc, voilà pourquoi moi, je voudrais me poser cette question. Est-ce qu'il n'est pas aussi nécessaire que cette formation que nous sommes en train de suivre soit donnée également à nos décideurs politiques afin qu'ils aient aussi eux-mêmes conscience que le quadruple Nexus est vraiment important. Donc, voilà ma préoccupation. En gros, je me suis connecté avec beaucoup de retard et je m'en excuse. J'espère revenir dans les prochaines conférences avec un peu plus d'intervention et de questions. Merci beaucoup. So, Joseph, you have the floor. Joseph, vous avez la parole. Please go ahead, Joseph. Okay. Hello. Can you hear me? Yes. Okay. My name is Joseph from Tanzania. Je m'appelle Joseph, je viens de la Tanzanie. Yes, Joseph, go ahead. Oui, Joseph, allez-y, nous vous entendons, dit le modérateur. Je disais donc que je m'appelle Joseph, je viens de la Tanzanie. J'aimerais remercier le professeur Badejo pour sa présentation. Je n'ai pas vraiment une question à poser, mais j'aimerais réfléchir sur ce qui a été dit, surtout lorsque nous parlons de la paix, des problèmes dans différents pays africains. Il y a deux côtés ou deux aspects lorsque nous parlons de paix. Nous ne pouvons pas parvenir au développement si nous n'avons pas la paix dans un pays. La paix peut également être le résultat d'une bonne gouvernance, d'une bonne direction, d'une bonne démocratie. Et la paix va accélérer les investissements dans les pays, va permettre une utilisation efficace des ressources, va améliorer vos infrastructures, votre couverture sociale. Lorsqu'un pays est en paix, ce pays pourra mobiliser les investisseurs, les différentes parties prenantes pour les pousser à investir dans ce pays et ce pays va croître à tous les niveaux. Et la promotion de la paix doit être une priorité mondiale dans le contexte de la réalisation des ODD. Par exemple, si un pays est en guerre, nous allons nous concentrer sur cette lutte, sur ce combat avec un autre pays au lieu de nous concentrer sur le développement. Je voulais tout simplement revenir sur l'importance de la paix en tant que priorité en matière de développement dans nos pays. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Joseph.
Professeur, je vais vous donner la parole. Il est déjà 10h30 passé, heure de New York. Si vous souhaitez réagir par rapport à ces commentaires et à ces questions qui ont été posées. Et après cela, nous allons conclure nos travaux. Je m'excuse auprès des autres participants qui souhaitent intervenir. Ils ne pourront pas le faire, mais nous aurons d'autres séances. Nous aurons une autre séance lundi prochain qui va parler du cas du Cap-Vert. La conseillère spéciale va faire cette présentation et par la suite, semaine d'après, nous aurons également une autre séance. Donc, nous avons le temps pour partager nos différentes expériences. Monsieur le professeur, je vous redonne la parole. Et je remercie l'intervenant qui a parlé de l'application des législations pour lutter contre la corruption. Lorsque nous parlons de corruption, oui, les législations existent. Elles ont toujours existé. Et les Nations unies ont été également préoccupées par ce fléau et une convention plutôt a été mise sur pied pour orienter les pays dans le monde dans la lutte contre la corruption. Dans mon pays, 2 institutions ont été créées pour lutter contre les crimes économiques et financiers et une autre institution traitait des questions liées à la corruption, menait des enquêtes, outre les enquêtes menées par la police. Les comportements n'ont pas changé sur le terrain. Les législations ne sont pas mises en œuvre. Abacha a également une préoccupation, mais cela va au-delà d'Abacha. Les personnes qui sont au pouvoir ne mettent pas en œuvre ces législations. J'ai également parlé des ONG qui mènent cette lutte, qui essayent de lutter contre ce fléau. Ce qui concerne la question posée par Félix, nous devons doter la société civile des capacités nécessaires pour mener à bien son travail. Et certaines organisations de la société civile effectuent un très bon travail au Nigeria et elles essayent de tenir les personnes responsables de leurs actions. En ce qui concerne la corruption, énormément d'efforts plutôt peuvent être déployés au moyen de la technologie. Nous pouvons dénoncer les personnes qui commettent ces actes. Par exemple, si une personne achète un jet privé ou utilise de l'argent détourné, cette personne peut être dénoncée grâce à Internet. Donc, il s'agit là d'options qui existent. Et évidemment, les préoccupations dont nous parlons vont arriver aux oreilles des décideurs politiques. Mais est-ce que ces décideurs auront la volonté de mettre en œuvre ces législations ou ces politiques? Mais si les décideurs politiques ne sont pas intéressés par les sujets ou ne souhaitent même pas aborder cette question, ou ces questions plutôt, nous allons tout simplement avoir des dialogues et des discussions et rien ne sera fait. Nous devons déployer davantage d'efforts, nous en tant que personnes, pour chercher ce changement, pour essayer d'avoir ce changement. Je vais m'interrompre ici. Je remercie Joseph qui a parlé de la paix et du développement qui sont interconnectés. Et je vais ajouter d'autres éléments, à savoir les droits de l'homme. Vous ne pourrez pas avoir la paix si vous ne respectez pas les droits de l'homme. Vous ne pouvez pas avoir le développement si vous n'autonomisez pas vos populations, si vous
si vous n'autonomisez pas plutôt les personnes. Non, je pense que c'est faux de dire que tout est causé par l'homme, que rien n'est naturel. Et nous voyons qu'il y a plusieurs sujets qui reviennent. Et surtout lorsque nous parlons des catastrophes naturelles, nous essayons de voir comment lutter contre ces phénomènes. Les personnes ont appris comment s'adapter à ces changements. Il faut vraiment tenir compte de ce lien qui existe entre ces différents éléments pour pouvoir garantir la croissance et le développement de votre pays, ce qui va conduire également à la paix dans votre pays. Nous ne voulons pas avoir une situation où on emprisonne des personnes qui souhaitent tout simplement faire respecter leurs droits. Et nous ne voulons pas que ces catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre, s'accentuent. Je vais m'interrompre ici parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Je vous remercie pour toutes vos questions et vos commentaires. Je vais remercier également les interprètes qui ont permis que nous puissions nous écouter les uns les autres. Je remercie également mon collègue Anthony qui a fait que nous puissions utiliser Zoom sans problème. Je le remercie. Merci beaucoup, professeur. Je vous remercie d'avoir participé à cette première session. Je vous encourage également à participer à la prochaine session qui va se concentrer sur le Cap-Vert comme étude de cas. Et c'est la sous-secrétaire générale, la conseillère spéciale pour l'Afrique, qui sera là et qui va présenter son expérience en ce qui concerne la mise en œuvre de cette approche Nexus au Cap-Vert. Nous allons utiliser la même plateforme plutôt et le même lien. Nous allons vous envoyer un email avec des informations qui vous permettront de vous connecter. J'aimerais remercier tous les interprètes et les techniciens qui ont fait que cette session puisse être possible. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, Margot.